Salut à tous, nous sommes le 1er juin 2023 et c'est le moment de prendre l'avion direction la Norvège. La première étape, c'est d'abord de savoir où on va garer la voiture, car si vous venez d'ailleurs de Paris, vous devez forcément vous déplacer. À ce moment-là, nous avons trouvé une alternative assez intéressante. Comme vous le savez aujourd'hui, les parkings dans Paris, c'est une très mauvaise idée. C'est impossible de se garer, dans tous les cas, même si vous le pouviez, ça vous coûterait très cher. Alors dans ces cas-là, comment ça se passe? Eh bien, vous venez avec votre voiture, vous allez chez l'agriculteur, et à ce moment-là, il récupère votre voiture qu'il gare dans un grand parking qu'il a lui-même sécurisé, avec des caméras et des barrières. Et à partir de là, ça ne vous coûtera pas très cher. Nous, dans notre situation, nous avons déplacé notre voiture de Paris jusqu'à chez l'agriculteur. Ça nous a coûté 70 € du 1er juin au 11 juin. Et en plus, il a fait également la navette gratuitement. C'est-à-dire que une fois que notre voiture était déposée, il nous a emmenés à l'aéroport, à la bonne heure, et il est venu nous chercher au retour. C'était donc un moyen très efficace et très peu onéreux de garder sa voiture en sécurité pendant le voyage de la Norvège. Nous parlons donc de l'aéroport, il est donc temps aussi de parler du billet d'avion. Le billet d'avion a été pris sur le site Optionway et nous a coûté 264 € aller-retour. Bagages soute compris, bagages cabine compris et bagages à main forcément compris. Mais alors, comment s'est passé notre voyage? Bah écoutez, très bien. Nous avons déposé notre bagage soute en premier et ensuite nous avons rejoint le duty free. D'ailleurs, si vous pensez que vous allez faire des bonnes affaires dans le duty free, c'est raté. C'est beaucoup trop cher, il y a beaucoup trop de marge, et dans tous les cas maintenant, c'est plus du tout avantageux comparé à ce que c'était avant. Quand nous avons pris l'avion, nous les avons pris vers des horaires du midi, ce qui fait que nous avons eu le droit à un repas. Alors le repas, c'était pas très costaud, c'était un sandwich, un soda, ou alors de l'eau. Et un café, je crois. Nous sommes partis avec Air France, nous avons rejoint Amsterdam, et ensuite c'est la compagnie KLM qui nous a emmenés de Amsterdam jusqu'à Bergen. En sachant que nous avons eu le droit à un deuxième repas, car nous étions toujours dans les horaires du midi. Pour ce qui est du repas, évidemment, même si nous avons mangé 2 fois, je vous conseille néanmoins d'avoir bien déjeuné le matin parce que ça peut être très light, surtout si après, en arrivant en Norvège, vous devez déjà entamer un certain voyage. On est à Bergen, mais maintenant il nous faut notre voiture de location. Si vous avez pris une voiture de location, sachez que à l'aéroport de Bergen, c'est un tout petit peu compliqué. En gros, c'est comme dans tous les aéroports. Une fois que vous êtes arrivé, vous devez vous rendre dans l'aéroport et à ce moment-là, vous avez des compagnies de location de voitures qui vous proposent du coup la location. Nous, on avait déjà réservé. Sauf qu'on n'est pas très adepte des aéroports, donc on s'est vite perdu et en fait, au final, nous sommes arrivés en dessous l'aéroport. Et en dessous l'aéroport, il y avait bien la location de voiture qu'on avait. Mais en fait, la location se passe à l'intérieur et ensuite vous récupérez la voiture en dessous. Donc faites bien attention à ne pas perdre du temps avec ça. Maintenant, parlons d'un conseil pratique. Dès que vous avez récupéré votre voiture, faites beaucoup de photos. Le principe, c'est de faire en sorte de ne pas vous faire arnaquer une fois que vous la retournerez. Donc, ça vous prendra quelques minutes, vous prenez l'intérieur, l'extérieur et certains petits détails. Parce que si vous revenez avec votre voiture, il sera très simple à la compagnie de dire que vous l'avez abîmée. Si vous n'avez pas de preuves pour vous retourner contre eux, c'est fichu, vous avez perdu. Nous, dans notre situation, on avait réservé une Toyota Yaris. Il n'y en avait plus, donc du coup ils nous ont mis une Toyota Yaris Cross. C'est une très bonne voiture pour conduire en Norvège, par contre en termes de coffre, il est pas non plus très grand. En tout cas nous étions 4, c'était un peu light, on avait tous des bagages soutes. Mais nous sommes des joueurs de Tetris, donc nous avons bien réussi à placer tous nos sacs dans le coffre. Nous avons abordé l'avion, nous avons abordé la location, maintenant il est temps d'aborder le sujet qui fâche, le camping sauvage. Alors pourquoi c'est un sujet qui fâche ? C'est tout simplement parce que le camping sauvage, c'est quelque chose de très reconnu en Norvège. Et il y a énormément d'articles de blog qui vous le conseillent. Et on vous le conseille aussi. Sauf que c'est pas aussi accessible que ça en a l'air. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première étant que, à la base, le camping sauvage, c'est une règle qui existe en Norvège depuis des années. Tout doit être accessible pour que toute personne puisse camper naturellement en Norvège. Sauf que ça veut dire aussi beaucoup de tourisme. Et le problème de ce tourisme, c'est que généralement, on tombe aussi sur des personnes qui sont très irrespectueuses. Et le problème de ça, c'est que plus il y a des gens, plus il y a des touristes,
plus il y a des campings sauvages et plus il y a des gens irrespectueux qui vont dégrader la nature. Et la nature, c'est quelque chose de très important pour les Norvégiens. Alors dans ces cas-là, comment ça se passe? Vous allez sans doute trouver des panneaux no camping. Les panneaux no camping, c'est une règle, c'est une loi, vous n'avez pas le droit de camper, point final. Par contre, vous allez trouver des panneaux no camping qui sont faits un peu à la va-vite. Eh bien, sachez que ces panneaux no camping sont tout à fait illégaux. Ils n'ont pas le droit de vous interdire l'accès à un camping sauvage. Néanmoins, soit vous avez des balls et vous passez à travers et vous vous en fichez complètement, soit vous vous dites quand même que effectivement peut-être que la personne va pas très bien vous accueillir, donc à ce moment-là on préfère éviter et on préfère se diriger ailleurs. Malheureusement, sur les 10 jours, nous avons fait du camping sauvage seulement 2 fois. C'est très peu comparé à ce qu'on attendait. Et ça nous a demandé aussi un éloignement conséquent. On a dû se déplacer pendant des heures et des heures et des heures pour trouver un endroit où camper. C'est pas impossible, mais c'est un petit peu plus compliqué. Sachez que si vous voulez faire du camping sauvage, il faut vous placer à 150 mètres des habitations. C'est très important, ça fait partie également du règlement. Et si vous êtes amené à faire du camping sauvage, s'il vous plaît, nettoyez derrière vous. C'est très important, la nature, elle est faite pour ça, et si vous ne nettoyez pas, ce sera toujours plus d'endroits qui seront inaccessibles et protégés par les habitants ou le règlement. Le principe est que la nature n'est pas une déchetterie, évidemment, et qu'il faut toujours nettoyer derrière soi pour laisser comme vous avez trouvé l'endroit. Mais alors du coup, où est-ce qu'on a dormi les jours restants? Nous avons des tentes, ce qui était prévu pour le camping sauvage, alors naturellement nous nous sommes dirigés vers le camping, tout court. En partant de Bergen pour descendre vers Oda, le premier a été le Gopolm Camping que nous avons trouvé très tard. On a appelé à 23 h pour savoir s'il y avait de la place, et sachez qu'on a été très bien accueillis. À ce moment-là, l'emplacement ne coûte pas très cher, c'est 7 € pour une tente, donc ça nous a coûté 14 € par nuit. On est resté une nuit, et ça s'est super bien passé. On avait accès à la salle de bain gratuitement, ainsi que la cuisine qui offrait quelques commodités. Alors pourquoi j'ai précisé 23 h 30? C'est parce qu'en fait, pendant les périodes estivales, il n'est pas anodin de voir les Norvégiens qui se couchent très tard, parfois à 1 h, 2 h du matin. Et en fait, c'est très intéressant parce que même si vous arrivez tard, vous pouvez être sûr de trouver un camping qui sera accessible. Au pire, vous vous dirigez vers les hôtels, mais sachez qu'il y en a évidemment très peu et que c'est le camping qui prévaut le plus et qui est le plus accessible, également le plus nombreux dans la région. Et donc maintenant, nous allons parler de notre déplacement. Le 1er juin, donc le premier jour de notre arrivée à Bergen, nous sommes rendus à Biltema où nous avons acheté quelques équipements en plus pour nos tentes, dont une petite gazinière. Et pour nos repas, nous nous sommes rendus à Kiwi Mini Prix. C'était très abordable, nous avons pris de quoi manger et ensuite on est allé au Gopolm Camping. Nous sommes le 2e juin et nous devons rejoindre maintenant Oda. Nous allons vers le Ekraman Camping où nous passerons la nuit, mais nous avons fait quelques haltes. La première, et je suis vraiment désolé parce que je vais arracher complètement le nom, c'est le Morkofoksen pour nous balader. C'était une petite cascade très cool où on a réussi à faire un petit arrêt et se poser tout proche. Sur la route, il était évident que nous allions nous arrêter pour regarder les montagnes qui bercent les fjords. Je peux vous dire que pour un 2e jour, on était déjà assez ébahis de l'endroit. C'était magnifique et les fjords sont absolument sublimes. Nous avons donc fait nos courses à Oda, au Bunspri et au Remamil. Les Remamil, vous allez en trouver beaucoup, et les prix sont aussi très accessibles. Étonnamment d'ailleurs, on entend souvent que les prix en Norvège, et dont les pays nordiques, sont très élevés par rapport à la vie en France. Eh ben, sachez que c'est maintenant totalement faux. Peut-être que l'inflation y est pour quelque chose en France, mais en tout cas maintenant les prix sont très similaires, que ce soit sur l'essence, que ce soit sur l'alimentation, ou que ce soit sur plein d'autres sujets. Donc sincèrement, n'ayez pas peur du prix, parce que le prix finalement était assez similaire à celui français. Mais bref, dormons et faisons la 3e journée. Le 3e jour, nous avons décidé d'aller visiter le Bandus Lake, qui est un endroit merveilleux et pas très loin de Oda. Néanmoins, sachez que le parking est payant et que la marche dure à peu près 1 heure pour rejoindre le Bandus Lake. C'est pas très compliqué, ça monte un peu, ça descend un peu, mais le plus agaçant finalement c'était plus le soleil car la zone parfois est très peu ombragée. Par contre, c'était absolument magnifique. Vous avez le lac, vous avez la forêt et vous avez les montagnes qui surplombent le tout avec des glaciers tout au-dessus des montagnes. C'est absolument magnifique. Sachez que si vous avez une journée entière, il a l'air d'être possible de faire le tour. Nous n'avons pas réussi, nous avons fait une petite partie, donc nous ne pouvons pas être certains que les accès ne sont pas bloqués dorénavant. Et enfin, pour finir notre journée, nous sommes allés vers Rogdo. Rogdo, ça a été notre première soirée de camping sauvage, et c'était superbe.
Excepté que nous avons eu un accueil assez mitigé, nous avons rencontré une Norvégienne qui, de prime abord, était très sympathique, et quand nous lui avons expliqué que nous allions dormir près du lac, ça a été assez mitigé en termes d'échange, et finalement elle a abrégé très rapidement la discussion, son sourire s'est effacé et elle est partie. Je vous avoue que l'accueil nous a quand même laissé un froid. Maintenant, je vous rassure, le saumon pas cher nous a remis d'aplomb et nous avons passé quand même une très belle soirée. Nous avons eu même le droit à une visite de 2 chevaux qui, pour des raisons qu'on ne connaît pas, se sont joints à nous, à notre pas et sont restés avec nous quasiment toute la soirée. Nous sommes le 4e juin et nous allons vers le Trolltunga. Alors pourquoi je le dis avec cet air un peu dépité? C'est parce que ça a été une véritable horreur, tout simplement. Sur mon article de blog, vous allez retrouver une grosse partie dédiée au Trolltunga. Et moi, ici, je vais préférer être beaucoup plus rapide pour vous expliquer ce qui s'est passé. Pour les personnes qui se renseignent déjà pour le Trolltunga, sachez que vous avez 3 campings, P1, P2, P3. Le P1, c'est très éloigné du Trolltunga et ça va vous demander beaucoup de marche, ne serait-ce que pour rejoindre le P2. Le P2, une fois que vous y êtes, vous allez pouvoir rejoindre le P3 en navette. Ça commence de 7h du matin jusqu'à, je crois, 19h30 le soir. Ça vous retire à peu près 5 km de marche uniquement en montée, donc c'est très important cette petite navette pour les personnes qui n'ont pas les mollets solides. Mais là, le problème, c'est que même si vous avez enlevé 5 km, les mollets solides, ça suffira pas. C'est le reste qui va être très dur. Mon principe, c'est de ne pas vous effrayer. Mon principe, c'est d'apporter un propos modéré par rapport à ce qu'il y a écrit sur Instagram ou sur les articles de blog. Parce que on vous vend le Trolltunga comme quoi c'est magnifique, ça l'est. Par contre, on omet énormément de détails sur la dangerosité du parcours. Et là, je vais être très rapide. Je vais vous expliquer pourquoi c'était dangereux le Trolltunga. Le Trolltunga, à cette période de l'année, il est très neigeux. Le problème de la neige, c'est que ça va vous ralentir, ça va être aveuglant à cause de la lumière du soleil, et en plus de ça, c'est dangereux. Mais pourquoi ça l'est? Ça l'est parce que la neige, c'est un tapis. Et comme le veut un tapis, il cache souvent quelque chose. Et le problème de la neige, c'est que si vous marchez hors des sentiers, vous pouvez glisser, vous faire très mal, voire même tomber dans une cavité. Et ce n'est pas anodin. Si vous avez l'opportunité de marcher à cette période dans le Trolltunga, ou si vous l'aviez déjà fait, sachez que vous allez apercevoir quelques cavités autour de vous, qui sont parfois vraiment à quelques pas de vous quand vous marchez sur le sentier. Et ces cavités, si vous regardez un peu, elles peuvent faire de 3, 4 mètres de profondeur. Donc il suffit juste de glisser, d'avoir son pied qui se fait emporter et ça peut être dangereux. Néanmoins, rassurez-vous, c'est très rare. Le principe évidemment, c'est de pas s'amuser à faire des sauts de lapin un peu partout et à ce moment-là, vous allez être tranquille. Maintenant, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'être très bien équipé. Alors, vous n'êtes pas obligé d'emporter que des vêtements chauds. S'il y a du soleil, sachez que vous allez très vite mal supporter la chaleur. Donc, préparez-vous à peut-être un short et éventuellement un t-shirt. Et sans doute également un petit pull au cas où. Évidemment, des très bonnes chaussures de marche qui remontent au niveau des chevilles, on ne sait jamais. Et puis, un accessoire qui nous aurait été utile, c'est les bâtons de marche. Vous savez, ces petits trucs que les vieux prennent pour aller se balader et faire la petite promenade du dimanche. Bah, sachez que c'est très intéressant finalement parce que vous allez pouvoir avoir plus de stabilité dans le corps et vous allez pouvoir avancer plus rapidement, plus efficacement. Et dans le Trolltunga, ça paraît pas, mais c'est très important parce que vous allez monter, vous allez descendre et vous allez aussi passer par des endroits très étroits avec du vide. Donc il est très important d'avoir quelque chose qui vient apporter de la stabilité à votre corps. Nous avons fait 6 heures pour nous rendre à la langue du troll. On était... Ah non, pardon. J'étais épuisé parce que j'avais mon équipement, le drone, l'appareil photo, c'était très compliqué, mon frère m'a énormément aidé. Et arrivé là-haut, il a fallu grignoter un peu et au final, je n'ai même pas fait voler le drone tellement j'étais épuisé. Le plus dur finalement, ça a été le retour. S'il y a quelque chose que vous ne devez pas omettre, c'est la gourde. Prenez énormément d'eau avec vous. C'est très important, tout le monde le dit et c'est vraiment pas pour rien. L'eau, vous allez en boire beaucoup parce que votre corps va vous demander énormément d'efforts et vous devez vous hydrater énormément. S'il fait chaud ce jour-là, ça va être en plus un autre problème. Alors sachez que sur le parking P2, vous retrouverez des toilettes dans lesquelles vous pouvez alimenter votre gourde. Mais une fois que vous êtes parti, c'est terminé. Plus aucun point d'alimentation d'eau n'est possible, sauf un. Alors je ne vous le conseille pas parce que logiquement je ne dois pas vous le conseiller. Ce sont l'eau des cascades, mais les cascades les plus hautes. Il faut toujours boire l'eau qui vient d'au-dessus de vous et pas d'en dessous. Donc le principe étant que si vous manquez d'eau et que vous êtes vraiment dans un point critique, vous devez remplir votre gourde dans la cascade au-dessus de vous, la plus haute possible. Pourquoi? Parce que l'eau sera généralement plus potable. Néanmoins, vraiment, évitez à tout prix. On ne sait jamais où l'eau est passée et on ne sait pas
où elle va exactement. Néanmoins, évidemment, je ne vous conseille pas de boire l'eau des cascades, parce que ça comporte un risque et ça ne vaut pas le coup de le porter, ce risque. Maintenant, à titre personnel, moi je l'ai fait, j'avais vraiment soif, j'en pouvais plus, donc ça a été très important pour moi l'eau des cascades, mais uniquement dans les derniers points de la langue du troll, pas en dessous. Nous sommes donc rentrés, nous sommes arrivés à peu près 21h au parking P2. Sachez que la navette malheureusement était plus accessible, donc nous avons dû faire la descente sur à peu près 5-6 km. C'était très éprouvant, ça ne valait peut-être pas forcément le coup. Oui, la langue du troll c'est très beau, vous allez faire une très belle photo et un très bon souvenir, mais c'est aussi très dangereux et ça, il faut aussi le prendre en compte. Le soir même, nous sommes donc partis du Ekraman Camping et nous nous sommes reposés le lendemain. Nous sommes le 6e juin et nous disons donc au revoir à Gro et Vegard qui ont été hyper gentils et nous nous dirigeons vers le sud de la Norvège. On passe par les cascades de Ledfossen qui sont absolument sublimes et je ne vais pas arrêter de dire ce mot parce que vous vous retrouvez devant deux cascades qui se rejoignent et c'est d'une telle puissance que ça en est vraiment un environnement incroyable. Et un peu plus loin, vous avez même le droit à la cascade de Langfoss qui est encore plus grande que le Ledfossen, c'est absolument vertigineux. Nous avons donc fait une pause, j'en ai profité pour faire décoller le drone et j'ai fait quelques images. Maintenant, en route vers Arsvagen pour prendre le ferry vers Stavanger. Si les prix vous intéressent, sachez que dans mon article de blog, j'ai fait un énuméré de tout ce que ça nous a coûté, les péages et le ferry compris. Le ferry, c'est un mode de transport qui est très utilisé par les Norvégiens et franchement, on comprend pourquoi. Ils sont très complets. À l'intérieur, vous avez un côté snack, vous avez également des bureaux à disposition, de quoi recharger vos téléphones. Et si vous voulez admirer la vue, vous pouvez évidemment vous mettre sur les balcons et regarder tout le paysage. Par contre, faites très attention parce que ça souffle très fort, gardez votre chapeau bien proche de vous. Nous sommes arrivés à Stavanger, il est temps d'aller voir les épées du Sverdishfell. Les épées de Harald, c'était quelque chose qu'on voulait voir énormément avec mon frère. On les a vues en photo, on les a vues dans plein de bouquins et en fait, on voulait vraiment les voir de nos yeux. Et sincèrement, que dire de plus? C'est absolument magnifique. Vous avez 3 épées qui font 10 mètres de hauteur près des plages. L'environnement est incroyable, mais par contre la plage, elle est un peu moins. Ça raconte également une histoire très intéressante et évidemment je vous laisse vous documenter dessus. Et maintenant nous nous rendons vers notre 2e journée de camping sauvage à Start. Alors je vous explique. En gros, c'est un parking qui est assez éloigné de Stavanger, mais vous pouvez vous y placer. Alors il y a plusieurs emplacements, soit vous êtes un peu plus dans la forêt, soit vous êtes directement près du lac. C'est très beau. Maintenant, si vous venez un peu plus tôt, vous allez pouvoir avoir une belle vue. Si vous venez un peu plus tard, faudra prendre un petit coin dans la forêt. Et bah, si vous avez besoin aussi de faire des besoins, sachez que vous avez des toilettes à l'entrée du parking. Alors ce sont des toilettes sauvages, donc je vous fais pas de dessin, s'il vous plaît. Nous sommes le 7 juin et il est temps de refaire tout, mais dans le sens inverse. C'est donc le moment de visiter Stavanger. Et Stavanger, sachez que c'est pas très incroyable, hein. Ne vous attendez pas à grand chose, c'est une belle petite ville côtière, mais à l'intérieur vous avez une petite ville qui est pas non plus incroyable. En France on en a beaucoup, donc vous serez normalement pas très étonné. Par contre, Stavanger c'est plutôt joli. Nous reprenons donc le ferry et nous nous dirigeons vers Rolldal qui est au sud de Oda pour aller voir une église norvégienne. Ce sont d'ailleurs des bâtisses magnifiques, je vous le conseille vraiment de faire quelques détours pour aller visiter ces lieux qui sont superbes. Et le soir, nous repartons à Ekraman Camping pour redire bonjour à Vegard et Gro encore une fois et dormir au sein de leur camping. D'ailleurs, Vegard nous parle également d'un chemin de randonnée très intéressant qui rejoint notre première soirée de camping sauvage à Rokdo. Donc le lendemain, nous y allons. Nous sommes donc le 8e juin et nous allons donc entamer une nouvelle randonnée. Alors, les jambes n'ont pas apprécié encore une fois, mais sincèrement, c'était beaucoup plus simple que de le Trolltunga. Et c'est le moment pour moi de vous parler d'une application qui pourrait vous être utile en Norvège. Et d'ailleurs, partout ailleurs, ça s'appelle All Trails. Je ne suis pas du tout sponsorisé et je vais faire très vite. C'est une application qui est un peu dans le style de Google Maps, mais pour la randonnée. Elle vous donne des indications, elle vous donne des lieux pour faire vos randonnées, elle vous suit également en tant que GPS et elle vous donne des points intéressants ou faire des haltes avec des avis des utilisateurs. Donc sincèrement, je vous la conseille très fortement. Nous avons donc fait notre petite randonnée, nous sommes redescendus vers Rokdo pour récupérer notre voiture. Et d'ailleurs, petit point intéressant, vous avez une cidrerie norvégienne qui est excellente. Alors oui, peut-être que le cidre normand ou le cidre breton est meilleur. Peut-être. Mais néanmoins, c'était quand même une très bonne expérience, ce cidre norvégien, qui était vraiment, pour le coup, très atypique. Le soir, nous rentrons à Ekraman Camping et nous partirons pour le Gopolm Camping une 2e fois le lendemain. Nous sommes donc le 9e juin et nous allons visiter un peu Oda avant de repartir.
Alors, peut-être que vous connaissez déjà Oda, ou alors peut-être que vous ne le saviez pas, mais vous l'avez déjà vu. Est-ce que vous avez déjà vu la série Ragnarok sur Netflix? Sachez que Oda était la ville du tournage de la série Ragnarok, une série typiquement norvégienne où vous retrouvez quelques histoires autour de la mythologie nordique. Le plus amusant d'ailleurs, c'est que vous allez retrouver une petite stèle qui est un hommage à la série installée près des fjords. Et nous reprenons la route, il est temps d'aller à Gopoln Camping et d'y dormir. Nous sommes donc le 10 juin et il est temps de visiter Bergen. Et là, ce que je vais dire peut être assez surprenant, mais Bergen, c'est comme Stavanger, c'est oubliable. Dit comme ça paraît très acerbe, j'en conviens. Néanmoins, il est certain de dire que les villes en Norvège, en tout cas la Norvège du Sud, c'est pas incroyable. Ce sont des villes qui ont été faites très rapidement. Vous avez certes des jolis petits coins avec des maisons colorées, mais c'est vraiment 1% de la ville. Et malheureusement, ça dénature énormément. Peut-être que nous, on s'était fait des idées. On s'était dit peut-être que nous allions voir un peu de tradition, un peu de culture, un peu d'histoire. Mais au final, rien de cela. Donc le point de déception était sans doute beaucoup trop fort pour que aujourd'hui, même encore maintenant, mon avis objectif sur la question est très compliqué. Mais il n'y a pas eu que ça. Sachez que nous voulions aussi visiter les églises nordiques. Alors, nous l'avons certes fait à Rolldal, mais nous voulions aussi les églises en bois noir. Et c'est très joli comme édifice. À la base, on devait aller à Flam, qui est au nord de Oda. Finalement, ça ne s'est pas fait par manque de temps, donc nous nous sommes rabattus sur l'église norvégienne de Bergen, et c'est 10 €. Pourquoi j'insiste sur le 10 €? C'est parce que pour 10 € en France, vous avez énormément de monuments très grands qui demandent énormément de temps de visite et qui valent vraiment le coup. Ici, 10 €, c'est du vol. Il m'a fallu seulement 5 minutes pour visiter l'église, et sachez qu'autour c'est entièrement grillagé avec des caméras, donc l'endroit a perdu énormément de son charme. Mais franchement, c'est pas très grave, le plus important c'était néanmoins quand même de visiter, et maintenant il est temps d'aller dormir une dernière fois. Pour notre dernière nuit, nous l'avons faite dans un motel, il y avait des emplacements pour les tentes, c'était un peu rustique, mais ça allait, c'était notre dernière nuit donc ce n'était pas très grave. Le 11 juin, c'est le moment de repartir. Alors, nous avons fait nos bagages, nous avons fait notre voiture, nous l'avons rendue à l'aéroport et nous avons sagement attendu notre avion de retour. Quand vous allez rendre la voiture, c'est le même procédé qu'à l'aller. Ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous la rendez, vous demandez un mail de confirmation pour vous dire que vous l'avez rendue en état. Si vous partez et que vous n'avez pas fait ça, c'est encore possible une semaine après d'avoir la caution qui saute. Et c'est très important que ça n'arrive pas. Maintenant, on va plutôt parler de la Norvège et les Norvégiens. Alors, avant de dire quoi que ce soit, je mets en garde. Les Norvégiens, ce ne sont pas des Français. Culturellement, la politesse, c'est pas quelque chose qu'ils ont chez eux. Donc ne soyez pas étonnés. De prime abord, c'est très rude. Est-ce que c'est dû à l'éducation? Oui. Est-ce qu'il y a une certaine discrimination touristique? Aussi. Sachez que les Norvégiens sont très fatigués du tourisme. Ça se voit et ça se ressent. Les choses ne sont pas faites pour accueillir du tourisme de masse. Et malheureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à choisir la Norvège. Et les Norvégiens, ils sont pas adeptes de ça. Et malheureusement, dans leur attitude, on peut sentir une certaine froideur. Et cette froideur, elle est aussi touristique. Parce que, évidemment, si vous dégradez la Norvège, leur pays qu'ils aiment énormément, vous attendez pas à des éloges. Ça paraît logique. Mais sincèrement, ça n'a pas vraiment d'importance. En fait, ne soyez juste pas choqués de cette différence. C'est quelque chose qui est normal. Ce ne sont pas les mêmes pays, ce ne sont pas les mêmes cultures, coutumes, traditions, etc. etc. Maintenant, on va parler du prix de la vie, parce que j'en ai déjà un tout petit peu parlé au début de la vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Alors, je vous arrête tout de suite, la consommation d'alcool, vous pouvez oublier. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher, donc là-dessus, vous attendez pas à boire une bière, ça va vous coûter une véritable blinde. Par contre, le saumon et la viande, bon, j'ai presque envie de dire que c'est un peu open bar. C'est pas très cher, c'est d'ailleurs des prix qui sont assez similaires à la France au niveau de la viande bovine et de la viande porcine. Donc franchement, la viande, c'est nickel. Et s'il faut parler d'essence, parce que aujourd'hui en France, c'est un sujet qui est assez intéressant, et sachez qu'en Norvège, c'est exactement le même prix au litre. Lors de la rédaction de mon article de blog, le 18 août 2023, sachez que le prix était à 1,80 €. En France, à la station Total la plus proche de chez moi, il était à 2 € le litre. Et pourtant je suis en Bretagne, c'est une région réputée pour avoir un prix bas. Donc sincèrement, c'est un peu un mystère. Pourquoi un pays qui a des difficultés de déplacement, qui utilise surtout l'électrique et qui veut vraiment bannir l'essence, arrive à avoir des prix aussi peu chers comparé en France? Ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, c'est pas très grave, c'est un autre débat. Au final, ça nous a coûté 240 € d'essence pour faire tout notre trajet. Donc sincèrement, c'est un prix très raisonnable. Et pour revenir sur l'histoire des magasins, sachez qu'il n'existe pas de grandes surfaces. Ça va être des petits magasins
En Allemagne, c'est également le cas. En Norvège, c'est le cas aussi. Donc, vous allez trouver des petits magasins style Rema 1000 ou Banspri qui sont très abordables. Si vous voulez une astuce par rapport aux couronnes norvégiennes, sachez que 10 couronnes, c'est à peu près l'équivalent à 1 euro. En fait, c'est 11 et 57 couronnes qui sont équivalents à 1 euro, en tout cas en 2023. Donc, ça devrait pas avoir beaucoup changé, ça devrait rester le même prix. Et puis, autre information pertinente, la pêche est autorisée en Norvège, donc si vous voulez pêcher, vous êtes adepte, vous avez le matériel, vous pouvez le faire dans les fjords. Pour ce qui est de l'équipement, sachez que je ne vais pas venir dessus en vidéo. Ce serait pas très pertinent, mais en tout cas, tout était expliqué dans mon article de blog. Néanmoins, je peux vous dire que nous en avons eu à peu près pour 400 €, avec les tentes, les matelas, les sacs de couchage et tous les petits accessoires qui nous permettent quand même de vivre convenablement en faisant du camping sauvage. Maintenant, on va parler de la météo en Norvège, parce que la météo, le soleil, à cette période de l'année, c'est 20 heures par jour. Quand vous arrivez de France, que là-bas il fait nuit noire, sachez que vous risquez d'être un tout petit peu déboussolé. D'ailleurs, d'où l'importance d'avoir une tente, si possible, qui est en fresh and black. Parce que de prime abord, c'est assez déboussolant. Vous arrivez, vous savez pas vraiment quelle heure il est, et de temps en temps, ça peut porter défaut. Et le plus étonnant, c'est que normalement, en juin, on est sur des temps qui sont assez pluvieux, assez grisâtres, mais que nous avons eu du soleil pendant tout notre séjour. Au final, on avait acheté un poncho qui n'a servi absolument à rien, mais c'est pas grave parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc au final, notre voyage de 10 jours, combien finalement ça nous a coûté? Sans plus attendre, je vous donne directement le total. Ça nous a coûté chacun à peu près 1388 €. Je ne sais pas si vous trouvez ça cher ou si vous trouvez ça peu cher. Personnellement, je trouve que c'est un prix vraiment raisonnable par rapport à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a visité, et le prix de la vie globale. Donc sincèrement, 1388 € pour visiter la Norvège, c'est vraiment très bas. Comparé à des agences qui vous proposent des voyages qui vont coûter peut-être parfois le double ou le triple, en tout cas, je vous préconise de le faire vous-même, de faire vous-même vos dépenses et vous-même votre plan de déplacement, de départ, de visite, etc., etc. Et c'est l'occasion pour moi aussi de conclure grâce à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram en 2023 lors de mon départ. Première question, c'était de savoir pourquoi j'y allais. Pourquoi nous avons fait le choix de la Norvège? Eh bien, c'est parce que c'est un pays qui nous vend énormément de rêves. Moi, depuis tout petit, je suis très passionné par les Vikings, j'adore ça, c'est quelque chose qui vient de mon père, et aussi, c'est une culture qui est très riche, très belle, qui se veut très médiévale, et c'est quelque chose qui me touche énormément. Maintenant, depuis quelques années, ça a été aussi un point assez rigolo, c'est que je me suis intéressé aux vieux films un peu blockbuster sur les trolls, j'ai trouvé ça très marrant, et ça a un peu renforcé cette envie d'aller rapidement en Norvège. Mon objectif, c'était surtout de faire aussi quelques photos. À la base, je suis photographe animalier, donc la question effectivement se pose, est-ce que j'y vais pour la photographie animalière? Eh bien, pas du tout, parce que je savais très bien que ce serait quasiment impossible. Alors, ça n'a pas totalement été impossible, j'ai vu énormément d'espèces très intéressantes, j'ai également vu le premier jour une biche, qui d'ailleurs était sans doute sous l'effet des bourgeons, donc un tout petit peu alcoolisée, et j'ai également vu un cerf à quelques mètres de moi, lorsqu'on faisait une montée en randonnée. Donc là-dessus, j'avais pas particulièrement d'attente. Le plus important pour moi, c'était vraiment de visiter la Norvège au moins une fois. Alors, est-ce que la Norvège, c'est très beau à cette période? Eh bien, écoutez, oui. D'ailleurs, je vous conseille la période de juin, peut-être même un peu juillet, parce que ça retirera évidemment la neige du Trolltunga si vous avez prévu de le faire. Mais juin, c'est une très bonne période. Je préfère beaucoup la neige, mais je sais que ça aurait compliqué énormément le voyage. Et quelles sont mes attentes en termes de photographie, vidéographie? Eh bien, sachez que j'en avais pas particulièrement en y allant. Par contre, ce que je voulais faire, c'était une vidéo. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais développer. Et aujourd'hui, la vidéo aussi, ça me permettra d'avoir un souvenir de mes voyages, un souvenir de cette partie que j'ai faite avec mes amis, ce petit bout de vie que j'ai fait avec mes copains. Donc c'est vrai que pour moi, la vidéo, c'était très important d'en faire une, parce que je veux que plus tard, je puisse la regarder et revoir mes images et être très content d'avoir fait ce voyage, de m'en souvenir. Évidemment, si j'y vais, c'est avant tout pour le perso, mais sincèrement, le professionnel, c'est aussi englobé dedans, parce que s'il y a des photographies à faire, moi je suis comblé, c'est mon travail, donc très content d'aller faire des photographies en Norvège. En conclusion, et c'est le moment pour moi de vous montrer les plus belles étapes de mon voyage, la question qui m'a été posée, c'était de savoir mon itinéraire, la culture norvégienne, la faune, les paysages, everything. Alors, je vais vous le dire très sincèrement. Pour l'itinéraire, nous sommes arrivés à Bergen, nous sommes allés au Gopolm Camping. Le lendemain, on a repris la route vers Oda et nous avons dormi le soir à Ekraman Camping. Ensuite, nous avons fait le Bondus Lake, pas très loin d'Oda, et nous avons dormi à Rogdo le soir même. Le lendemain, nous avons fait route vers le Trolltunga et le soir, nous sommes retournés à Ekraman Camping. Il était temps de partir à Stavanger. Nous avons fait une halte aux cascades de Letfossen et de Langfoss. Nous prenons le soir le ferry vers Stavanger, allons voir le Sverdishfell et bivouaquons vers Stavanger. Nous visitons la ville le lendemain, on reprend la route vers Oda,
on passe par Rolda à l'avant et on retourne à Ekraman Camping, on passe la journée à Rokdo pour notre randonnée et on redort à Ekraman. Puis c'est le retour. On rejoint Gopol Camping où on dort le soir et on repart le lendemain pour visiter Bergen et y dormir avant de prendre l'avion. Et là je vais répondre à toutes tes autres questions. J'ai adoré la Norvège, les paysages sont sublimes, c'était époustouflant. C'est une autre vision de la vie, des maisons en bois avec de l'herbe sur les toits, une faune diverse, j'ai vu pour la première fois une biche de près, un cerf à quelques mètres, une sterne en vol stationnaire sous mes yeux et un traquet moteux à Trolltunga. Mais ce que je regrette vraiment, c'est la tournure que prend le pays. Je vois une culture qui se perd, des traditions qui s'oublient, des Norvégiens qui ferment petit à petit le pays et voient d'un mauvais œil le tourisme. Est-ce un problème? De leur point de vue, je dirais que non. Maintenant, pour reparler des villes, quelle déception! Tout est si neuf, bétonné, sans vie, sans histoire. Sincèrement, c'est surprenant, on se retrouve dans des grandes villes inhabitées, parce que par exemple, les restaurants en Norvège, c'est très rare, ça ne fait pas partie de leurs habitudes en tout cas, alors il y en a très peu. Mais ça n'aide pas à faire vivre les villes. Et quand on est hors des villes, on atteint parfois une campagne profonde où les habitants vivent dans leur coin. Sincèrement, je ne critique pas parce que c'est une vie simple et c'est ce qu'on pourrait souhaiter aussi pour la France, mais on a une autre vision des choses. Si je devais retourner en Norvège, ce serait uniquement dans les îles Lofoten ou le Svalbard pour la photographie animalière. Sinon, je garderai le souvenir de ce voyage en mémoire et ce sera déjà très bien. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en 2024 et il faut savoir que dans quelques jours, ça marquera 1 an de ce voyage en Norvège. Eh bien, sachez néanmoins que après 1 an, je suis très nostalgique de la Norvège. Je pourrais pas vraiment l'expliquer pourquoi, parce que objectivement, je m'attendais aussi à beaucoup d'autres choses. Mais le fait est que je sens que j'ai envie d'y retourner. C'est un sentiment très spécial. C'est pas désagréable parce que ça veut dire que j'ai vraiment apprécié l'endroit. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Il faut le faire. La Norvège, c'est magnifique. Moi, j'en garderai un très bon souvenir. Peut-être que ce sera le meilleur voyage de ma vie. Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire. Pourtant, c'était assez mal parti, hein, mais c'est vrai que la nostalgie, le recul fait que j'en garde quand même un très très bon souvenir. Donc, objectivement, j'ai adoré, j'aimerais bien y retourner. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pour moi, c'est un exercice qui est très difficile parce que c'est la toute première fois que je me mets face caméra, en tout cas en vidéo sur YouTube, et que c'est encore plus la première fois que je fais un vlog. Mon but, c'est d'en faire d'autres, et donc du coup, c'était un exercice qui, moi, était un peu compliqué. Ça s'est peut-être vu. Peut-être qu'on a vu qu'au niveau de ma voix, au niveau de mon maintien, au niveau du ton employé, c'était pas incroyable. N'hésitez pas à me faire des retours, ce sera toujours très intéressant. Et puis peut-être que ça pourra m'améliorer pour les prochains voyages. En tout cas, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a été d'une grande aide. N'hésitez pas à regarder mon article de blog parce que il est beaucoup plus complet. Il y a énormément plus de détails que je ne veux pas forcément employer en vidéo, sinon ce serait trop lourd et trop long. Mais en tout cas, l'article de blog se trouve sur mon site internet, colorfulens.fr, et à ce moment-là, je vous invite évidemment à aller le voir. Merci beaucoup, et puis bonne journée, et puis peut-être bon voyage.